I said there's more to life than rush. Not gonna leave this place with us. Drop the game, it's not enough. Hush, I said there's more to life than rush. Not gonna leave this place with us. Drop the game, it's not enough. I've been singing, oh, I've been singing your soul. Give me things that I wanted to know. Tell me things that you've done. I've been feeling old, I've been feeling cold. You're the heat that I know. Listen, you are my sun. I've been seeing your soul. Give me things that I wanted to know. Tell me things that you've done. I've been feeling old, I've been feeling cold. You're the heat that I know. Listen, you are my sun. I've been seeing, oh, I've been seeing your soul. Give me things that I wanted to know. Tell me things that you've done. I've been feeling old, I've
Boom. That was 13 dominoes. If I had 29 dominoes, the last domino would be as tall as the Empire State Building. Bienvenue à vous toutes et tous pour cette 5e édition de notre émission Au pire ça marche, l'émission de l'Institut des futurs souhaitables. Merci à Adrien d'être notre témoin avec qui nous allons partager ces moments ensemble ce soir. Vous le savez, l'Institut, nous sommes des passeurs-collecteurs entre réinventeurs de monde. Nous sommes, à vrai dire, une confrérie de conspirateurs positifs qui imaginons demain à l'aune de ce qu'il pourrait être de mieux. Si on avait à résumer notre mission, on réhabilite le temps long dans les décisions présentes. Si on avait à résumer notre envie, c'est d'inspirer le débat public de futurs souhaitables. Et si on avait à résumer notre intuition, c'est de mettre le beau au service de l'utile. Dans cette période où, après la sidération, où après l'expression et le partage de notre humanité, nous nous posons tous la question « on fait quoi maintenant ?» Au pire, ça marche, c'est une réflexion sur notre société en mutation. Des idées pour demain, des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. Vous le savez, 2 parties dans l'émission, une première avec une personnalité inspirante, Adrien pour ce soir, un sujet, la métamorphose, une chronique qui témoigne de toutes ces émergences et 4 questions d'inspiration à la fin pour donner l'envie d'agir. Ensuite, on est entre nous, entre conspirateurs positifs, et on se raconte un petit peu comment on fait tout ça. Adrien, merci d'être là. Adrien, tu es cofondateur de KissKissBankBank, une plateforme de financement participatif dédiée aux projets créatifs et innovants. Et tu as commencé d'abord par arrêter l'école à 14 ans. Ensuite, tu as travaillé dans le cinéma, la télévision, puis tu as créé une agence de buzz marketing, Épidémique, avant d'intégrer une agence de publicité comme créatif. Passionné de culture et d'innovation, fasciné par les grandes mutations qui affectent particulièrement ces secteurs, tu décides de devenir un acteur du changement au quotidien, proposant sur KissKissBankBank et maintenant sur les nouvelles plateformes Hello Merci et Landopolis de nouvelles formes de financement et de participation. Merci à toi de nous rejoindre. Est-ce que tu peux nous dire comment t'es venue l'idée de KissKissBankBank ? Bonsoir tout le monde, merci Mathieu pour cette invitation. Je suis très flatté de passer derrière tous les invités qui se sont assis sur le même fauteuil précédemment et qui sont des gens que j'admire et qui m'impressionnent. Donc voilà, donc je suis très fier d'être avec vous ce soir. Et donc comment nous est venue l'idée de KissKissBankBank ? Eh bien, mon associé, Omblin, travaillait dans la musique depuis des années et moi j'étais passionné par la musique et par les mutations qu'était en train de vivre ce secteur et on déjeunait très régulièrement ensemble pour essayer de parler de ça, d'échanger, essayer de comprendre ce qui était en train de se passer. Et il y a maintenant 7 ou 8 ans, lors de nos premiers échanges, il y a une étude qui est sortie. Alors, comme vous avez pu le voir, j'ai arrêté l'école très tôt, je suis autodidacte, donc j'oublie toujours les sources de ce que je peux citer. Et donc là, j'ai oublié la source de cette étude. Saint-Exupéry. Voilà. Ou un économiste de l'entertainment qui montrait que le chiffre d'affaires de la musique s'écroulait et qu'au même moment, les gens n'avaient jamais écouté autant de musique. Et donc tout le monde tombait de sa chaise en regardant ces courbes, ces graphiques, et en fait on se rend compte à ce moment-là que eh bien il y a juste un changement de modèle économique, enfin, en tout cas un changement de consommation, et que les gens n'ont plus envie d'avoir de CD ni d'MP3, mais qui vont se mettre à partager des URL, et donc à passer de l'appartenance à l'usage, au partage. Et en observant ça, Omblin se dit on va pas forcément réussir à créer un nouveau modèle économique pour la musique. On n'avait pas cette prétention ou cette ambition-là. Néanmoins, ça laissait beaucoup d'artistes un petit peu perdus, sans savoir comment ils allaient arriver à se financer si, d'une certaine manière, les maisons de disques n'avaient plus les ressources pour pouvoir le faire et développer leur carrière. Et on s'est dit, il faut qu'on trouve une solution, en fait, pour permettre à ces artistes de continuer à faire de la musique. Parce que s'ils ne la vendent pas, c'est une chose, mais de continuer à en faire, c'est terrible.
terriblement important. À ce moment-là, c'est l'émergence des réseaux sociaux et on partage un peu tout sur ces fameux réseaux, des choses très intimes, ses vacances, la naissance de ses enfants, etc. Et on se dit, peut-être qu'à ce moment-là, si les gens sont capables de partager des choses aussi intimes que leur vie privée, ils sont capables de partager quelque chose d'encore plus intime, c'est de l'argent. Et donc, on se lance dans l'idée que on va créer une plateforme qui va permettre aux musiciens de se rapprocher de leurs fans et de cofinancer pour coproduire et faire les choses ensemble. Donc ça part de ce constat, ça part de cette idée, et par la suite, on se rend bien compte que le cinéma va vivre à peu près le même phénomène de changement de consommation, que la presse va vivre le même phénomène et que tous les secteurs créatifs et innovants vont vivre ce phénomène. Et puis on s'apercevra par la suite que plein d'autres secteurs bien plus gros que finalement ces filières de contenu et de création vont souffrir des mêmes maux, et donc comme on peut le constater aujourd'hui, l'hôtellerie, l'automobile ou tout secteur de la mobilité, la finance, l'alimentation et bien plus encore, puisque le peer-to-peer, d'une certaine manière, était la première brique, et donc la musique la première victime de ce grand changement de consommation et d'interconnexion les uns avec les autres. Aujourd'hui, Kiss Kiss Bang Bang, ça représente quoi ? Aujourd'hui, ça représente quoi ? Ça représente un nouveau champ des possibles pour toute personne souhaitant financer un projet créatif ou innovant et solidaire. Donc c'est d'abord ce champ des possibles qui compte. C'est aujourd'hui, je ne sais pas, plus de 12 000 projets qui ont réussi à se financer chez nous. C'est toujours un peu chiant les chiffres, mais ça donne une proportion. Donc 12 000 projets, c'est 26 millions d'euros depuis qu'on a commencé, c'est 14 millions d'euros en 2014. L'année dernière, c'est plus de 6 000 projets qui se financent. Donc ces chiffres commencent à devenir importants et montrent qu'il y a un réel mouvement de société qui est en train de se produire dans l'utilisation de notre outil et de plein d'autres outils du même genre. Mais ce qui compte le plus, c'est, encore une fois, cet outil qui permet de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant et qui, d'une certaine manière, émancipe, libère la créativité et permet aux gens, en plus, de faire les choses entourés, dans de la solidarité, dans l'empathie. Et donc, cette nouvelle organisation, ce nouvel outil, cette nouvelle architecture, c'est bien, mais si en plus il comporte des valeurs qui sont des valeurs constructives et humaines, c'est encore mieux. Et c'est aujourd'hui ce que le crowdfunding arrive à faire. Jusqu'à quand, on verra, mais en tout cas, c'est ce qui fait que c'est un plaisir de se réveiller le matin pour travailler sur ces thématiques, parce qu'encore une fois, quand on a pensé quand on a eu cette idée, on n'avait pas la perception de toutes ces valeurs. On avait la perception d'une utilité, de quelque chose de très pragmatique, et on a découvert par nos utilisateurs, par leur manière d'utiliser l'outil qu'on avait mis à leur disposition, ces valeurs d'empathie, de solidarité, donc de champ des possibles et donc de redistribution des cartes. Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui te disent, mais finalement c'est anecdotique, le crowdfunding par rapport à l'immensité du financement qui lui est guidé par aucune sagesse des foules ? Je dis à ces gens-là que c'est bien de savoir, de lire des statistiques et des chiffres à un instant précis, mais c'est bien aussi de se projeter. Donc ça peut paraître anecdotique aujourd'hui. Je peux vous jurer qu'il y a 5 ans, ça paraissait encore plus anecdotique quand on en était à 0 € collecté. Tout le monde s'est bien foutu de notre gueule. La première année, on s'est encore foutu de notre gueule. On avait collecté 100 000 €. Et en fait, c'est pour ça que les chiffres, c'est ennuyeux, mais en même temps, ça donne une certaine perspective. Et nos taux de croissance sont aussi impressionnants. Et les taux de croissance de ce marché, dans sa globalité, pas simplement sur le financement de la création et de l'innovation, mais aussi des entreprises, aussi des associations. Et finalement, à travers ces nouvelles branches du crowdfunding qui sont en train de naître, comme le peer-to-peer lending, qui permet de prêter de l'argent en toute autonomie, ou le crowd equity, qui permet d'investir dans des entreprises au capital de celles-ci en échange d'une partie du capital. Tout ça est en train de faire grandir le gâteau, et il y a une projection qui est vertigineuse, et pourtant quand on connaît les flux financiers dans le monde est ridicule. C'est la projection du marché du crowdfunding en 2020, c'est-à-dire dans 5 ans, qui est une projection faite par le magazine Forbes, et qui présente ce marché à ce moment-là à une hauteur de 1 000 milliards $.
encore une fois, 1000 milliards de dollars. Je me souviens quand l'étude est tombée, nous au bureau, on partait faire des conférences et on se disait c'est 100 milliards, 1000 milliards. Le chiffre, il était pas adapté à nos cerveaux parce qu'on vient pas de la finance, donc on n'a pas l'habitude de parler avec ce type de chiffres. Ils sont pourtant bien réels d'un point de vue statistique. Et aujourd'hui, 1000 milliards, 1000 milliards en 2020, à côté de tous les autres flux financiers, ça reste encore anecdotique. Mais si on arrive à avoir une telle croissance, j'imagine même pas les chiffres qu'on pourra annoncer pour 2025 et 2030. Et donc, je crois clairement que le crowdfunding sera un des canaux principaux du financement de l'économie réelle. Et c'est d'ailleurs tout le challenge. Parce que même si au pire, on arrive à ces volumes qui sont plus bas que tout autre volume, en tout cas, c'est de l'argent qui va dans une économie concrète du moment et à des entrepreneurs, à des artistes. Et donc finalement, ça fait une finance plus juste. Donc même si c'est anecdotique, d'avoir une partie de la finance qui est plus juste, ça sera déjà une victoire. Mais je pense que ça ira bien au-delà de ça. Alors 26 millions, c'est pas du tout anecdotique. Kickstarter aux États-Unis, ils en sont à combien ? Voilà, tu vas me faire passer nos chiffres pour une anecdote. Parce que Kickstarter, qui est le leader mondial, doivent en être, j'ai plus les chiffres exacts, mais je crois qu'ils en sont déjà à 1 milliard 300 millions ou 1 milliard 400 millions de dollars injectés dans la création et dans l'innovation. Ce qui est énorme. Et leurs concurrents Indiegogo, ils doivent en être, je sais pas, 600 millions, 700 millions de dollars. Donc on est petit, nous, 3e mondial derrière ces énormes Américains. Mais ça montre la proportion du phénomène. Et à quel moment tu as observé justement l'explosion du phénomène ? Tu dis que tu as 0 au début, ça fait 5 ans. L'an dernier, tu as 6 millions, donc tu as 8 millions. C'est en 2014, c'est en 2013 c'est à la 2013, on était à 8 millions, l'année dernière 14 millions, et puis ça va continuer à grimper, et puis ça va continuer à grimper aussi. On se rend bien compte quand on bouge à travers la France, à travers l'Europe, qu'il y a plein de gens qui ne connaissent pas encore le crowdfunding et qu'on en a sous le pied. Il y a encore plein de gens qui n'ont pas emboîté le pas et qui vont s'y mettre. Donc après, dire à quel moment on voit le déclenchement, je dirais que c'est il y a 2 ans et demi. Il y a 2 ans et demi difficiles dans notre aventure entrepreneuriale, et puis au bout de 2 ans et demi, ça y est, on voit que ça prend, que ça commence à devenir important, que c'est dans la tête des gens, qu'on est soutenu par la presse, jusqu'à quand, qu'on est soutenu par beaucoup de réseaux, et que les gens se mettent à l'utiliser et à savoir utiliser l'outil. Alors ce qu'on voit pour nous l'utiliser à l'Institut des Futurs Souhaitables, c'est que quand on investit ou quand on donne dans un projet, c'est d'abord pour l'argent peut-être pour celui qui le porte, mais c'est surtout pour l'empathie qu'on a par rapport au projet. Donc c'est une forme de communication nouvelle, d'empathie, de lien avec le projet. On a envie de savoir ce qui se passe après. Et finalement, les contreparties, nous à chaque fois on se dit, on les fait pas pour ça. Et pourtant, vous avez tenu à mettre des contreparties dans cette aventure. Oui, alors après, en fait, cette mécanique, elle se fait presque en 2 temps, en fait. C'est-à-dire que, au premier abord, je regarde un projet, je regarde s'il fait du sens pour moi, et finalement, c'est extrêmement intime. Chacun soutient un projet pour une raison extrêmement différente de son voisin. Et après, une fois qu'on est sur le projet, on est arrivé par solidarité et empathie. Et ensuite, on va choisir la contrepartie qui prolonge ce lien, puisque après ça devient presque un souvenir en fait. Moi j'ai reçu tout à l'heure une contrepartie d'un projet que j'ai soutenu, d'atelier d'artisans en Normandie. Donc c'est un porte-carte. J'ai mon ancien porte-carte dans ma poche, qui vient d'être remplacé par cette contrepartie que je viens de recevoir. Mais avant de recevoir ce porte-carte et d'en être très content, j'ai avant tout soutenu des artisans normands, qui avaient une manière de se présenter, une manière leur vision de l'artisanat me plaisait, et surtout de voir des artisans de 20 ans, ça m'a fait encore plus kiffer, parce que si les jeunes se mettent à ces vieux métiers, c'est un plaisir. Donc encore une fois, j'y suis allé par empathie, solidarité, et parce que je me reconnaissais en eux, ou parce que j'avais envie de me reconnaître un jour en eux, en fait. La contrepartie la plus originale que tu as reçue ? Alors c'est une contrepartie que je n'ai pas reçue, puisque c'était impossible à réaliser. C'était un documentaire et une grande aventure au Congo pour découvrir
où elle est à la recherche du dernier dinosaure présent sur Terre, qui s'appelle le Mokele Mbembe. Il y a pas mal de films là-dessus, etc. Et c'est une sacrée expédition. Et dans les contreparties, qu'il existe ou qu'il n'existe pas d'ailleurs, je m'en foutais pertinemment. Moi, ce qui m'intéressait, c'était la quête. C'était cette aventure humaine à la recherche de quelque chose qui n'existe pas. C'est ça ce que. Et donc j'avais dans les contreparties un accès Internet avec un code me permettant d'arriver sur une série de plans GoPro installés dans des arbres pour pouvoir aider les chercheurs à découvrir le Mokele Mbembe. Et si jamais je le voyais, j'appuyais sur un bouton pour signaler sa présence. J'ai jamais reçu cette contrepartie parce que c'était impossible d'installer Internet à travers le satellite, etc. dans cette forêt. Donc j'ai pas pu participer à cette quête du Mokele. Mais c'est pas grave, c'était l'aventure à la base qui me plaisait. Top. Hello, merci. Ça a suivi l'aventure de KissKiss. Qu'est-ce que ça apporte de plus, cette plateforme de presse solidaire entre particuliers ? Ce que ça apporte de plus, en fait, c'est qu'à la base, on crée Hello Merci parce qu'il y a énormément de projets qu'on refuse sur KissKissBankBank qui sont ni créatifs ni innovants, qui n'ont pas forcément la capacité à pouvoir donner des contreparties en échange. Et du coup, on se dit, c'est vraiment insupportable de refuser tant de projets, en fait, alors qu'on est un champ des possibles. Donc à ce moment-là, on s'est dit, il faut qu'on trouve une autre règle du jeu, plus adaptée à ces typologies de projets. Donc voilà, vous voulez passer votre permis de conduire et vous n'avez pas forcément, ni vous ni votre famille, les moyens de le payer. C'est difficile de promettre des tours de périph ou de ramener ses potes bourrés en contrepartie. Donc c'est pas pour KissKissBankBank, ça va être pour Hello Merci. Et on voulait garder le principe de solidarité. Et donc on s'est dit, il y a un truc qui n'existe pas, c'est de prêter de l'argent sans attendre de taux d'intérêt. Donc d'ailleurs, la tagline ou le claim, c'est emprunter à des gens qui vous veulent du bien. Ce qui définit ceux qui potentiellement ne nous veulent pas du bien. Et tout d'un coup, en fait, Hello Merci organise ce qui s'est toujours fait depuis toujours, c'est de se prêter de l'argent de la main à la main. Sauf que tout d'un coup, on organise, on met un système où on câble les comptes bancaires, et le but, c'est que ce soit plus officiel, que ça soit géré par un tiers, qui est Hello Merci, et qu'on puisse monter aussi en volume, parce que c'est pas simplement deux potes et la famille, ça peut aussi être mes voisins, et ça peut être aussi simplement les habitants de la ville qui veulent que le boulanger puisse racheter un four. Et aujourd'hui, c'est une aventure qui est vraiment amusante et qui comporte son lot d'histoires, de liens sociaux et de mobilisation solidaire et citoyenne qui sont ouf. Les gens qui utilisent Hello Merci, c'est beaucoup d'artisans, beaucoup de commerçants, beaucoup d'agriculteurs. Et ce qui nous réjouit encore plus, c'est que c'est très souvent des gens qui ne sont pas forcément dans nos têtes respectives, des gens qui ont emboîté le pas du numérique. Et on se rend compte que si, en fait. Et on est beaucoup utilisé en zone rurale. On se dit, c'est pareil, il y a une fracture d'usage. Non, la zone rurale, il y a une fracture numérique. Mais en revanche, il n'y a pas de fracture d'usage parce que les gens ont besoin de ces outils et donc apprennent à les utiliser par nécessité. Donc voilà. Donc ça fait plaisir de voir des gens qui potentiellement, dans l'imagerie collective, sont coupés d'Internet, qui se financent en toute autonomie sur un outil comme Hello Merci, qui câblent leur compte bancaire et qui décident de se financer sans passer par les banques. Une petite vidéo. Et j'aimerais que tu réagisses sur ça, sur le pouvoir des foules.
superbe flash mob de nos amis québécois. On parle beaucoup du pouvoir des foules, on parle beaucoup de crowd, de l'intelligence des foules. On voit que grâce à la connectivité web, on peut s'organiser à être 2000 pour célébrer un héros ordinaire dans un supermarché. On peut faire 1000 choses. Qu'est-ce que ça te fait, ça, ce nouvel sentiment de puissance d'être lié à l'autre à travers l'outil web? Déjà, je vais rebondir sur cette vidéo qui m'amuse particulièrement parce que je me suis reconnu, pas à travers cette femme, mais à travers tous ceux qui sont passés à côté de cette bouteille. Et j'espère que vous aussi, vous êtes reconnus chez tous ces salopards qui passent à côté de cette bouteille, parce qu'en fait, j'entendais mon associé Vincent dire ça la dernière fois, et je suis complètement d'accord avec lui. Il n'y a pas des gens bien d'un côté et des salopards de l'autre. On est tous des gens bien et des salopards. Donc maintenant, quels sont les outils qu'on nous donne pour aller chercher en nous le côté bon qu'on peut avoir, et qu'on arrête de nous donner des outils ou des règles du jeu qui viennent chercher ce qu'on a d'atroce en nous. Peut-être le seul jour où je me reconnais à travers cette fille qui ramasse cette bouteille, ou les peut-être 2 jours de l'année, c'est après les événements terribles qu'on a vécu récemment en France, où j'ai trouvé qu'il y avait une sorte de solidarité de dingue, et je me suis senti moi-même porté par un truc où je tenais la porte dans le métro, je ramassais les bouteilles dans la rue, j'ai passé un coup de fil à ma mère, je sais pas quoi, j'ai pas remboursé mon découvert, mais bon, je me suis bien comporté parce que tout ça est allé chercher en moi des choses bonnes. Et donc en fait, ce que ça me dit, ça, c'est qu'en fait, on doit, nous, entrepreneurs, ceux qui proposons des choses, proposer des choses qui vont chercher ce qu'on a de meilleur en nous. Donc après, la foule chante juste, mais la foule peut aussi, dans une manifestation, se marcher dessus et jusqu'à des drames. Donc, encore une fois, la foule, c'est extrêmement intéressant, ça peut faire des choses magnifiques. Maintenant, il faut qu'il y ait des usages qui puissent flécher l'action des foules vers des choses qui sont bonnes pour notre société. Et c'est ça, pour moi, la clé, en fait. C'est pas simplement la foule. Moi, je suis passionné par cette architecture de société qui nous permet d'être tous interconnectés et de reprendre de l'autonomie par rapport à un monde pyramidal et d'une certaine manière un peu moins libre qu'aujourd'hui. Maintenant, si on nous met des outils dégueulasses dans les mains, je suis pas sûr de ce qu'on va en faire. Je n'ai pas une confiance infinie en l'être humain. Je pense qu'il a du bon, il a du moins bon en lui, et voilà. Et c'est à nous, entrepreneurs, d'aller chercher les bonnes choses. Et si on est nombreux à proposer des règles qui vont chercher en nous des bonnes choses, et ben voilà, on arrive à une masse critique de positif, et on arrive à faire des choses bien meilleures pour le monde dans lequel on vit. Alors justement, si on prend le prisme et les grilles de lecture d'un monde avec des gens plutôt bien, c'est quoi un monde souhaitable pour toi? Il y a quoi dedans? Un monde souhaitable, pour moi, c'est un monde, encore une fois, je radote, mais c'est un monde d'empathie, de solidarité, et donc un monde collectif, en fait. Mais un monde collectif, pour que le collectif puisse s'épanouir, c'est aussi un monde dans lequel chaque individualité est respectée, chaque individualité a son poids, a sa force, à sa capacité à être dissident, à sa capacité et sa liberté pour faire un collectif fort. Et donc c'est ce foutu équilibre qui est extrêmement difficile à trouver et qu'on a encore du mal à trouver dans notre société, dans la société contemporaine. Comment on y va dans ce monde-là? Comment on y va dans ce monde-là? Déjà, je pense que les gens sont extrêmement perdus en ce moment. On est dans des grandes mutations qui foutent un énorme bordel. Et en fait, il est difficile d'aller contre ce monde qui avance et qui change de règles du jeu, qui change d'outils, qui change de manière de fonctionner les uns avec les autres. Et donc en fait, ça commence par l'acceptation. C'est-à-dire que ça commence par l'idée que le monde change, qu'il y a beaucoup d'innovations qui sont à notre portée aujourd'hui. Et si on veut que ces innovations puissent devenir des progrès, on doit déjà accepter. Et à partir du moment où on a accepté, on est dans la bonne phase pour commencer à comprendre ce monde qui vient. Et à partir du moment où on comprend ce monde qui vient, on n'en a plus peur et on est capable
de l'appréhender correctement et avec objectivité. Donc, aussi, à déterminer les potentiels futurs problèmes et à commencer à les régler dès cet instant. À partir du moment où on a peur, on s'arrête à cette peur et qu'on n'a aucune envie de la manière dont se structure ce monde, eh bien on sera victime de toutes les manières. Donc pour moi, c'est l'acceptation, la compréhension, et ensuite on peut être actif, on peut essayer d'agir sur les fausses bonnes idées que comporte ce nouveau monde, et voilà. Tu as décidé justement d'exhauster plutôt le meilleur d'entre nous. L'Endopolis, ton nouveau projet, c'est de donner un peu des moyens pour financer l'entrepreneuriat finalement. Alors 2 questions. D'abord, l'Endopolis, l'idée qui t'a conduit à ça et l'envie que tu as d'en faire quelque chose de grand. Et puis une autre question qui est, en entreprise, en France, on n'aime pas les entreprises, mais en ce moment, on valorise énormément l'entrepreneuriat. Pourquoi, selon toi, on est si prompt à exhauster l'entrepreneur social qui est en chacun d'entre nous ? Alors déjà pour présenter l'Endopolis très rapidement, l'Endopolis est une plateforme de ce qu'on appelle du peer-to-peer lending. Donc c'est une plateforme qui permet à des entreprises d'emprunter de l'argent aux internautes, à leur communauté, aux citoyens de manière plus élargie pour financer leur développement. Et ces entreprises empruntent de l'argent et rémunèrent les internautes avec des taux d'intérêt qui vont de 4 à 10%. Donc, à la différence de KissKissBankBank dans la création et dans l'innovation, et d'Hello Merci pour les particuliers, pour les artisans et les commerçants, là on s'adresse à des TPE, des PME, qui ont des modèles économiques, qui ont des revenus, mais qui décident d'emprunter cette fois-ci à la foule et non pas à la banque. Donc ces entreprises rémunèrent l'argent qui est investi et qui est prêté par ces internautes. Donc finalement, c'est la première fois depuis le début de notre aventure qu'il y a une idée de rémunération en échange de cet argent. On pourrait se dire, mais ils étaient dans une démarche solidaire et tout d'un coup, ils sont dans une démarche de rentabilité. Est-ce que c'est pas finalement un grand écart Et on a l'impression que c'est pas un grand écart parce qu'en fait, on continue à être dans la même logique d'architecture, de circuit court, de lien direct et de créer les outils et les conditions en fait pour que les gens puissent se débrouiller en toute autonomie. Et aujourd'hui, notre vision, notre volonté, c'est c'est un peu prétentieux, mais ça serait que les Français décident de prendre leur épargne à la banque et de l'injecter directement en circuit court dans les entreprises françaises. Donc, d'une certaine manière, on retombe sur nos pattes sur l'idée d'un nouveau champ des possibles, d'une nouvelle proposition bénéfique aussi bien pour une économie que pour la deuxième phase de ta question, l'amour que peuvent avoir les Français vis-à-vis de l'entrepreneuriat. À partir du moment où tu comprends les enjeux d'une entreprise, d'un secteur, d'un marché, que tu y participes, que ces entreprises et ce marché te rémunèrent à juste mesure de l'investissement que tu as pu faire à leur côté, tu fais partie de leur aventure et donc tout d'un coup, tu vas commencer à les accepter, à les comprendre et donc avoir une meilleure vision de ce qui est en train de se produire. Donc voilà pour l'Endopolis. Et puis pour finir sur l'amour-haine qu'on peut avoir vis-à-vis des entrepreneurs, je ne suis pas si d'accord que ça en fait. Je pense que les Français ont du mal avec certaines grosses entreprises, celles qui d'ailleurs récupèrent tout l'argent de nos placements bancaires, c'est-à-dire les entreprises du CAC 40, les entreprises extrêmement grosses. Il faut rappeler que je crois que c'est un truc comme 80% de l'investissement bancaire va dans 20% des entreprises françaises. Nous, on a envie d'inverser la tendance, en fait. Et d'une certaine manière, aujourd'hui, si tu demandes à un adolescent ce qu'il veut faire dans la vie, il va te dire, en fait, j'aimerais être hacker, ou alors il va te dire, j'aimerais être entrepreneur. Et certains vont te dire, je voudrais être entrepreneur social. Et puis, il y a d'autres qui vont te dire, je voudrais faire du hacking dans l'entrepreneuriat social. Mais aucun d'entre eux va te dire, j'aimerais faire du cinéma, j'ai envie de faire de la musique. Ça, c'était les années 70. Aujourd'hui, il y a un amour de l'entrepreneuriat, il y a un amour de l'entrepreneuriat social, il y a un amour de la compréhension de notre société, de nos réseaux, donc du hacking. Et pour moi, il y a un grand changement d'époque, un grand changement dans cette époque, c'est l'amour de l'entrepreneuriat. J'ai vraiment la sensation. Alors après, peut-être que en tant qu'entrepreneur à fréquenter tous ces réseaux, je suis dans une finalement j'ai des œillères et je vois pas le reste de la société.
Mais j'ai vraiment l'impression que l'entrepreneuriat et le hacking sont deux choses qui sont éloignées mais qui peuvent être très très proches, ont remplacé le monde de la culture dans la disruption de la société et la projection de la société dans le monde qui vient. Mais l'entrepreneuriat, c'est une fin en soi, être entrepreneur, ou c'est un moyen justement d'être libre par rapport à un système qui n'a de cesse de te dire que c'est pas possible? Bah c'est un moyen d'être libre, et puis c'est un moyen d'appliquer la compréhension qu'on a du monde dans lequel on vit, et de trouver des solutions. Après, ça tombe plutôt bien, parce qu'il y a plein de types d'entrepreneuriat, l'auto-entrepreneuriat, l'entrepreneuriat dans une entreprise, l'entrepreneuriat dans une association, dans une fondation, dans une ONG, et puis après on peut être entrepreneur en étant un enseignant dans une école, on peut être un entrepreneur en étant un artiste. C'est un mot français d'ailleurs, entrepreneur est un mot français, et aujourd'hui je pense que l'entrepreneuriat c'est pas simplement le monde de l'entreprise. L'entrepreneuriat ça doit être une énergie, une dynamique qu'on porte tous en nous dans notre société pour la rendre meilleure, ou en tout cas pour essayer que la société ressemble au temps dans lequel on vit. Toi qui es conscient de la métamorphose, qui y participe aux côtés d'autres, comment on fait pour activer tout ça, pour aller plus vite? Ce qui est bien actuellement, c'est qu'on est vachement aidé par des phénomènes qui nous entourent, et je pense qu'il y a 2 points extrêmement négatifs qui font que ça a accéléré cette mutation. C'est la conscience commune d'une crise environnementale, la conscience, pas la conscience, mais le fait d'avoir vécu de plein fouet une crise économique extrêmement forte et qui est loin d'être terminée. Donc ça, c'est 2 facteurs négatifs, mais qui poussent à cette métamorphose. Et ensuite, une montée en puissance des outils collaboratifs, qui sont plus simplement des outils Internet, qui sont aujourd'hui des Fab Labs, des biohackerspace, des lieux où on se réunit, des tiers-lieux où on va faire des choses ensemble. Donc ça, cette émergence est forte et forcément donne des solutions et des outils aux gens pour que ça puisse être concret. Et puis après, il y a un autre point qui est mi un point négatif, mi un point positif, c'est l'incompréhension totale des politiques de ce qui est en train de se produire, ce qui pousse les gens à se prendre en main en fait dans ces dynamiques. Et donc si on n'est pas porté, aidé par papa et maman politiques, on est obligé d'apprendre à marcher tout seul, à y aller et à utiliser ces outils pour essayer de remédier à cette crise environnementale, économique, et donc voilà, c'est un mélange de tous ces facteurs. Après, c'est loin d'être, on est loin d'être encore assez nombreux pour réussir tous ces challenges. Et pourtant, ça bouge y compris dans les villes, au niveau du territoire. Et Anne-Sophie Novelle, justement, qui est notre journaliste, qui nous parle de la co-révolution à partir du monde entier, nous parle justement des villes et des share cities qui se développent ici et maintenant. Nous avons décidé de travailler sur les villes et les territoires en partage pour plusieurs raisons. En fait, il y a de nombreuses communautés de communes aujourd'hui, de villes et de territoires qui s'interrogent sur la façon dont ils peuvent intégrer l'économie du partage et l'économie collaborative dans leur quotidien, et ils se demandent comment ça peut redynamiser leur territoire. C'est-à-dire qu'on observe aujourd'hui une émergence de ces thématiques autour du don, du troc, de l'échange, de la consommation dite collaborative. On voit apparaître des nouveaux lieux, que ce soit des recycleries, des Fab Labs, des espaces de coworking, plein de nouvelles choses aussi comme les incroyables comestibles, les discos souples, qui sont des initiatives citoyennes qui visent à remettre du lien social à l'échelle très locale, mais qui sont aussi concernées par des préoccupations plus globales, environnementales, sociales, économiques. Et donc aujourd'hui, les villes et les territoires peuvent s'emparer de ces dynamiques pour essayer de réinsuffler du lien social et faire sens à une époque où on est aussi dans une transition et on cherche de nouveaux repères, un besoin aussi d'authenticité et une façon de refaire, de redonner des liens plus communautaires à l'échelle d'un territoire.
Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a une réflexion à l'étranger, notamment aux États-Unis, un petit peu en Allemagne, à Séoul aussi, en Corée du Sud, sur la notion de sharing city ou de shared city. Et ça fait 2 ans à l'étranger, c'est une notion qui monte. Il y a des maires qui se sont engagés aux États-Unis sur ces questions. Séoul, le maire s'est emparé de la notion et a décidé de lancer 20 grands chantiers autour de l'économie du partage à l'échelle de la ville et plus globalement du pays. Et donc, en France, il n'y avait rien. Donc, l'idée de ce groupe, c'était de réunir des personnes qui, en tant qu'urbanistes, économistes, experts des thématiques du développement durable ou entrepreneurs concernés par ces sujets, puissent réfléchir pendant plusieurs mois sur cette question. On s'est intéressé à la définition de l'économie du partage et de l'économie collaborative. On s'est intéressé aux exemples à l'étranger, aux types de villes et de comportements quand elles s'engagent sur la réglementation autour d'Airbnb, autour d'Uber ou d'autres startups de l'économie collaborative. Et donc nous avons fait 3 grandes propositions pour les décideurs afin qu'ils puissent s'en emparer et agir au quotidien sur ces sujets. Notre première proposition, c'est de comprendre ce mouvement à travers une cartographie qui permettra de visualiser immédiatement sur le territoire les différentes initiatives, associations qui sont en train d'émerger sur notre territoire. Cela peut être réalisé à travers un appel à projet, donc en partant ex nihilo, de rien, ou bien en utilisant les nombreuses plateformes qui existent sur notre territoire, ou encore en travaillant à partir d'enquêtes avec les habitants qui permettront de définir plus précisément les attentes, les besoins et à la fois les réponses qu'on peut leur apporter. Cette ouverture des données permettra de rendre visibles ces initiatives, mais aussi de créer une émulation entre les différents acteurs de notre territoire. Deuxième proposition, après l'idée de cartographier les acteurs sur un territoire, il s'agit de proposer la mise en place d'événements plus ou moins récurrents à différentes échelles, c'est-à-dire du quartier, de la ville, au niveau hexagonal autour de cette économie. L'idée, c'est de créer des synergies, c'est de développer aussi l'offre à l'échelle d'un territoire, d'expliquer qu'on peut, en s'inspirant de l'historique d'une ville, l'historique d'une campagne, travailler la symbiose et faire en sorte que cette économie s'imbrique correctement au niveau de l'imaginaire collectif qui habite une localité donnée. Et enfin, il s'agit aussi de travailler cette notion de patrimoine à plus large échelle, en se disant que les réseaux d'acteurs peuvent se mettre en réseau et s'inspirer des bonnes pratiques qui se font à droite et à gauche. Enfin, notre troisième proposition vise à promouvoir le partage, donc notamment en créant une charte de l'économie du partage pour le territoire, qui donne un peu les grandes directions et les grandes visions dans ce domaine. Donc bien évidemment, cette charte, elle doit inclure les différents acteurs du territoire, qu'il s'agisse des élus, des acteurs du partage, mais aussi des citoyens, des associations, etc. Elle peut avoir pour objectif de promouvoir la diversité des acteurs et des pratiques. Cette charte peut permettre la création d'un label, un label qui sera décerné aux entreprises qui joueront le jeu, qui respecteront les règles de la charte, et donc qui permettra plus largement de donner une meilleure image, une meilleure visibilité aux entreprises du partage sur le territoire. Par ailleurs, dans le prolongement de la charte, on peut imaginer la création d'un comité de suivi un peu de cette charte, qui s'assure que tous les acteurs la respectent bien, qui permettent de résoudre éventuellement des conflits entre les acteurs, et voire même qui peut aller plus loin en promouvant certaines initiatives, certaines pratiques qui seront considérées comme particulièrement intéressantes pour le territoire, qui peut même éventuellement les financer si on estime que c'est utile. Merci Anne-Sophie. Est-ce que, Adrien, c'est pas ça finalement le futur de cette évolution du partage et du crowd, de prendre cet esprit du web qui est dans l'immatériel pour le mettre dans la réalité
dans le territoire. On a observé avec une grande attention ce qui s'est passé en novembre dernier à Toulouse. Vous savez que le capital de l'aéroport de Toulouse-Blagnac a été ouvert et que 8000 citoyens ont décidé de s'unir sur une plateforme WeSeed pour essayer de lever des fonds dans le but d'acheter l'aéroport. Ça n'est pas allé jusqu'au bout, mais c'est un début. Est-ce que dans quelques années, les citoyens ne vont pas se mobiliser pour préserver l'intérêt général du public, justement grâce à des plateformes comme les tiennes ? Bah, j'y crois forcément, et voilà, il y a plein de signaux à travers le monde de ce type-là. Il y a des plateformes aux États-Unis où les citoyens se mobilisent pour financer la piscine que la municipalité a promis depuis je sais pas combien de temps et qui n'ont pas pu le réaliser. Alors d'ailleurs, quelquefois c'est des problèmes de volonté, mais quelquefois c'est aussi des problèmes de fric. Et tout d'un coup, les citoyens se mobilisent, payent cette piscine, décident d'investir dans cet aéroport, décident à Amsterdam de construire un pont qui est attendu depuis 10 ans par la municipalité pour passer au-dessus d'une voie rapide. Moi, ça me passionne en fait. Ce qui me passionne en fait, c'est quand les gens ne demandent rien. Ce qui me passionne, c'est quand ils ne demandent rien aux politiques en fait, et qu'ils se débrouillent par eux-mêmes. Ça, c'est un truc que je trouve. Enfin, à chaque fois que j'entends une aventure comme celle-ci, ça me fait un plaisir fou parce que c'est de l'affirmation pure. C'est pas des gens qui manifestent, c'est des gens qui font. Et je trouve qu'en fait, je trouve presque que c'est la meilleure des manifestations. Et ça reprend encore une fois, je suis incapable de mémoriser mes sources, quoi. C'est vraiment pitoyable. Mais Saint-Exupéry. Non, et en plus j'ai un pote qui à chaque fois, dès qu'il voit que je recite le truc dans une émission, me remet le lien sur mon Facebook. Juste avant l'émission, j'ai cherché le lien, je l'ai pas trouvé. Bon bref, c'est pathétique, mais c'est un révolutionnaire russe du début du siècle qui disait que la plus grande des révolutions, c'était l'entraide. Et ça me paraît évident comme truc. C'est-à-dire que si on se débrouille tous les uns avec les autres et qu'on arrive à faire des grandes choses que les pouvoirs publics n'arrivent pas à faire, bah, d'une certaine manière, on a un peu moins besoin d'eux. Et si on a un peu moins besoin d'eux, ils peuvent vite se retrouver dans leur bureau à se tourner les pouces, en fait. Et j'aime beaucoup cette image. J'aime beaucoup cette image au bout d'un moment du politique. Attendez, non, c'est bon, merci, on est en train de mettre les passages cloutés, c'est gentil, monsieur. J'adore ce truc. Je trouve ça joli, je trouve ça poétique, et je trouve ça génial que la manifestation soit l'affirmation et le regroupement pour faire quelque chose. Et on sait que ce type de mobilisation... c'est de l'énergie, c'est du temps, c'est en plus du travail qu'ont ces gens. Enfin, je veux dire, et donc voilà, tout ça, oui, j'y crois, et même pour aller plus loin dans cette démarche, là on est vraiment dans une idée de démocratie directe, pas de démocratie participative, qui est un terme qui moi me rend fou parce que ça veut dire à quel point la démocratie a du plomb dans l'aile. Participative, c'est la base de la démocratie. Alors, démocratie représentative, participative. Ce qui me passionne là-dedans, c'est qu'aujourd'hui, je suivais un cours de première ES dans le lycée de Drancy de Jérémy Fontagneux, professeur qui est en train de hacker l'école de l'intérieur, et il m'a mis au fond de la classe. Je retournais à l'école depuis, j'étais jamais allé en première, et il faisait tout un cours justement sur l'arrivée de la démocratie représentative. Et il disait, vous voyez les gars, on est là, et puis on est chez les Grecs, et puis on se réunit tous pour décider du rond-point, où on le met, qu'est-ce qu'on fait et tout. Bon, on n'est pas nombreux, donc on est capable de décider à la main levée. Puis le monde se complexifie, et puis du coup on est obligé d'avoir des représentants qui vont voter à notre place, etc. Et il raconte tout ce truc. Moi j'étais là, je l'écoutais et tout, je me disais putain, mais ce qui est génial en fait, c'est que comme toutes ces innovations qui poussent à des idées de décroissance, on en est presque là. C'est que ces outils nous permettent aujourd'hui on n'a plus forcément besoin d'être représentés. On peut financer, on peut fabriquer nous-mêmes, on a toutes les capacités aujourd'hui finalement pour faire ces choses-là en fait. Donc je dis pas qu'il faut pas les voter, je dis qu'il faut simplement pas forcément toujours taper à la même porte, toujours demander la même chose, se retrousser les manches, se bouger le cul, se réunir et dans la joie et la bonne humeur faire ce dont on a besoin pour le bien commun. Et c'est un rêve et c'est très utopique comme truc, mais je trouve ça joli, donc je m'accroche à ça. Adrien, 4 questions. Avant de passer aux questions de la salle. Une source d'information à laquelle tu as confiance et qui te nourrit. Le Gorafi.
Alors, Je suis jamais déçu et ils recoupent toujours leurs sources, donc ce qui est quand même important, et ils ne font pas dire à leurs interviewés des choses qu'ils n'ont pas décidé de dire. Donc non, c'est des journalistes extrêmement sérieux. Oui, sérieux, c'est vraiment le mot. Ah ouais. Surtout, je ne saurais trop vous conseiller l'info justement d'aujourd'hui du Gorafi qu'on a beaucoup apprécié à l'Institut des Futurs Souhaitables. Le RAID et le GIGN soupçonnés d'avoir gêné l'intervention des journalistes BFM pendant la prise d'otage. Nous vous la conseillons. Le dernier livre qui t'a inspiré? Alors, c'est 3 livres en même temps. 3 livres en même temps que j'ai lus cet été. C'est La sobriété heureuse de Pierre Rabhi. Je sais pas quoi de l'Anthropocène. Tu peux me rappeler, toi qui as des notes. C'est vrai que tu as une mémoire de poisson rouge, parce que atroce. c'est quand même toi qui me l'as dit il y a 2 heures, quoi. Voyage dans l'Anthropocène. Voyage dans l'Anthropocène Regarde. de Claude Lorius. Et Je vois rien. Voilà, de Claude Lorius. Voilà. Alors ça, c'est vraiment un personnage Et Laurent fascinant. Carpentier. Et Laurent Carpentier. Et Le Capital au XXIe siècle de Piketty. Je vais vous le dire tout de suite, je ne l'ai toujours pas fini. Les 2 autres, oui. Mais je suis parti avec ces 3 bouquins, en fait, j'avais vraiment l'impression qu'ils allaient se répondre les uns et les autres. Et du coup, ça m'a fasciné de ces 3 points de vue, de pouvoir en avoir un seul et presque unique, en fait, qui donne une compréhension du monde absolument géniale. Donc j'espère avoir fini avant l'été prochain le bouquin de Piketty. Ou alors le top du top, ça serait qu'on puisse me le lire pour m'endormir tous les soirs comme une berceuse, comme quand j'étais petit. Ça serait top. Le conte des 1001 nuits de Piketty, ça peut être un bon titre. L'enjeu des enjeux, s'il ne devait y avoir qu'un seul enjeu, le maître enjeu pour toi, ce serait quoi? Le maître en jeu pour moi, je pense beaucoup dit depuis tout à l'heure, mais Ça se ressent, oui. c'est d'utiliser tous ces super outils qui nous permettent d'être interconnectés les uns aux autres, avec comme seul but d'être interconnectés pour la solidarité, pour l'empathie et pour réaliser des choses ensemble. Et si on réalise des choses ensemble, on apprendra à se comprendre, à se connaître, et du coup on arrivera à avoir une société qui est plus compacte, qui est une multitude d'individualités extrêmement différentes, mais qui arrive à prendre les bonnes choses comme les problèmes en bloc, et comme on a pu le voir ces derniers jours, et que je ne sais pas comment, en dehors de tous ces outils auxquels on pense toute la journée, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer en plus pour que ces jours soient répétés, et que ce soit une continuité totale. C'est ça pour moi, c'est la solidarité, l'empathie, faire des trucs en se donnant la main. Et aujourd'hui, on est capable d'être des milliards de mains sur des milliards d'épaules, comme disait un groupe à la mode en ce moment, et ça me fait kiffer. Un truc à expérimenter ici et maintenant pour aller plus vite dans la métamorphose. Un truc à expérimenter ici et maintenant pour aller plus vite dans la métamorphose. Franchement, buvons un coup, quoi. Je suis à la bière depuis tout à l'heure, vous n'avez pas un verre dans les mains. Trinquons, rigolons, amusons-nous, parce que c'est vraiment ça, c'est une autre notion quand même à laquelle on fait l'impasse très régulièrement. Mais il y a une sorte de morosité qui est complètement débile en ce moment, et en fait la seule chose qui doit nous guider, c'est le kiff, l'amusement, la joie. Donc si vous emmerdez dans votre boulot, cassez-vous. Si vous emmerdez dans votre couple, cassez-vous. Si vous vous emmerdez là ce soir, eh bien cassez-vous. Si la boîte que vous avez montée vous emmerde, eh bien cassez-vous aussi. Amusez-vous. Et dites des conneries, et dites les plus grosses conneries possibles. Ça se trouve, vous aurez raison. Et donc moi, j'ai envie de parler pour finir, d'amusement, de rigolade, de conneries, d'absurde, et tout ça guidé par le fait de faire ça en commun, en communauté, à plusieurs, et du coup, après on peut déplacer des montagnes si on s'amuse et si on est heureux. Merci beaucoup.
Amusons-nous, prenons cette métamorphose comme un moment historique pour essayer de recréer des nouvelles réalités. On en a l'opportunité, ça s'est pas beaucoup vu dans l'histoire de l'humanité. Je pense aussi que c'est un grand kiff. Ce qui peut nous arriver de pire, c'est qu'au pire ça marche. Merci Adrien de ton témoignage. Deuxième partie, avec vous, celle que je préfère. Parce que là, normalement, il n'y a plus les caméras. Je ne suis pas vraiment sûr parce que je ne suis pas réel. Il a déjà bu, il est capable de fumer encore. Parce que il y a une espèce de question autour de ça depuis le début. Et donc, c'est un symbole de liberté pour toi que de reboire dans un plateau TV. Bah ouais, c'est bien que la télé soit plus à la télé, qu'elle soit sur Internet, quoi. C'est-à-dire que c'est nique le CSA, quoi. Donc on peut picoler et j'aurais aucune envie de me mettre à dos Steven Hearn et Olivier Saby, qui sont les patrons de cet endroit que j'aime beaucoup. Mais j'aurais bien cramé une petite cigarette. Ce qu'on pouvait faire à l'époque chez Pollack, par exemple. Clairement. Et aussi se balancer des trucs à la figure. Sans Ouais. être Oui, mais poursuivi. ça s'arrêtait là. Oui, bien sûr. Tout à fait. Allez-y, vous avez des questions, des envies, des témoignages, des partages. C'est le moment. On est tous des doueurs, donc on peut se le dire. Ouais. Regarde. Non. Ça marche presque. C'est la première, la plus dure. Merci Adrien. Donc avant de dire des grosses conneries, moi je vais te revenir sur un truc un peu sérieux. Il me semble que en France, en 2014, il y a eu une évolution du cadre juridique plutôt favorable au développement de la société du collaboratif pour le CROD, etc. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que tu peux nous dire ce que ça a déverrouillé, ce que ça a permis, cette évolution récente? Et est-ce que tu fais le rêve encore d'évolutions nouvelles à venir qui pourraient libérer encore plus cette dynamique, que ce soit au niveau français ou européen? Merci. Alors c'est en effet, on a désormais un cadre législatif qui encadre le crowdfunding, la finance participative, alors qui encadre le don en échange de contrepartie, le prêt entre particuliers et l'equity, la prise de position au capital d'une entreprise. Ce qu'il faut savoir, bon, après nous on est des entrepreneurs, donc on n'a pas forcément envie d'avoir un cadre. Néanmoins, si ça permet de faire des choses qui sont totalement interdites et absolument irréalisables, c'est une très bonne chose. Et la personne qui a été finalement le démarrage de ce cadre législatif, c'est Fleur Pellerin, qui a compris très très vite les enjeux du crowdfunding, la force de cette économie-là. Et après, ça a pris beaucoup de temps. Après, ça prend du temps, une consultation, ça prend du temps. Et aujourd'hui, pour vous expliquer de manière assez simple en fait ce que cette législation permet de faire, pour ce qui est du don en échange de contrepartie ou pour ce qui est du prêt sans taux d'intérêt, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Il faut être établissement de paiement ou alors il faut avoir une licence auprès d'un établissement de paiement. C'est pas sorcier. Ensuite, vous avez une réglementation, enfin il y a une licence à avoir pour pouvoir faire du peer-to-peer lending. Et la règle du jeu, c'est qu'une entreprise, par projet, par an, peut lever 1 million d'euros. Donc on peut avoir plusieurs projets dans une entreprise. Donc, d'une certaine manière, c'est pas contraignant comme principe. Mais en tant qu'investisseur, en tant que prêteur, vous allez pouvoir prêter maximum 1 000 euros par projet. Et il n'y a que les particuliers qui peuvent prêter aux entreprises. Une entreprise ne peut pas prêter à une autre entreprise. Donc ça, c'est pour le prêt en direction des entreprises. Et puis ensuite, il y a dans l'equity la même règle des 1 million par projet, par entreprise cette fois-ci, par an. Mais cette fois-ci, quand vous investissez dans cette entreprise, vous pouvez mettre autant d'argent que vous voulez et d'autres entreprises peuvent aussi investir. Donc on se pose forcément la question de savoir pourquoi le secteur le plus risqué n'est pas plafonné et le secteur le moins risqué est plafonné. Chacun peut avoir sa réponse. La main des banques, la main des associations de consommateurs qui n'ont pas forcément la technicité de tous ces éléments. Enfin, la volonté de flécher les investisseurs à créer un portefeuille pour diluer le risque aussi d'investissement dans ces entreprises. On peut voir plein de choses. En tout cas, si on doit réfléchir à un cadre d'évolution de cette loi, c'est d'enlever le plafond d'investissement et de permettre à des entreprises de venir prêter.
Voilà, c'est les deux sujets sur lesquels on travaille actuellement. Ce qu'il y a de bien, et c'est rarissime, c'est que voilà, on a presque le même âge avec Fleur Pellerin, et aujourd'hui on a presque le même âge avec Macron. Donc c'est, alors bon, on a vieilli, mais eux ont été nommés alors qu'ils étaient jeunes et qu'ils avaient une bonne compréhension de toutes ces innovations. Donc voilà pour ce qui est du cadre légal dans le crowdfunding. En attendant une autre question, moi j'aime bien rappeler le paradoxe un peu de la modernité en ce moment. On a l'impression de redécouvrir un certain nombre de choses. On avait dit dans un précédent Au pire ça marche qu'on angélisait le couchsurfing et que mon grand-père aurait pu penser que c'était l'hospitalité. Le crowdfunding, je crois me rappeler que la Statue de la Liberté a été crowdfundée en son temps. Est-ce que c'est vraiment une révolution ou c'est une redécouverte? Non, c'est une redécouverte. Enfin, c'est une redécouverte ou c'est simplement Internet qui permet d'avoir une échelle totalement différente. En effet, la Statue de la Liberté, la petite histoire, c'est que les Français offrent la Statue de la Liberté à la ville de New York, mais je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, on leur demande de payer le socle. Donc il fallait qu'ils payent le socle pour accueillir la statue. Et New York dit maintenant on n'a pas le fric, on ne va pas payer le socle. Et la ville de Philadelphie dit bah, nous on prend la statue, c'est bon, les 400 000 francs on les a, on va le faire le socle. Et là les New-Yorkais disent bah non, attendez, le cadeau il est pour nous, vous êtes gentils, mais enfin nous on va le financer, 400 000 francs on va les trouver. Et à l'époque il y a un patron de presse qui avait je ne sais plus quel journal. Encore une fois, j'oublie mes sources. Le Gorafi, qui était déjà là-bas. Exactement. Et il décide en fait de porter cette volonté des New-Yorkais et de donner le média en fait pour promouvoir cette idée-là. Et donc il récolte 400 000 francs et clairement, si nous sommes une plateforme plus performante qu'une banque. Et si en effet, il vaut bien évidemment mieux mettre son argent sur l'Endopolis que dans une banque. Mais ce que je peux vous dire aujourd'hui, d'un comparatif avec d'autres plateformes dans d'autres pays, c'est que jusqu'à présent, oui, les plateformes de peer-to-peer lending ont des taux d'intérêt supérieurs à ceux des banques et en plus des taux de défaut plus bas que ceux des banques. Donc, aujourd'hui, c'est intéressant d'investir son argent sur ces plateformes et puis c'est intéressant pour les entrepreneurs d'emprunter sur ces plateformes pour une autre raison, c'est la rapidité d'exécution. On en est au tout début et on n'a pas une volumétrie qui permet d'avoir la même rapidité de flux financier que certaines plateformes anglaises. Mais chez nous, une entreprise qui vient lever 50 000, 100 000 pour se développer, elle emprunte en 4 jours, 6 jours. Quand on va à la banque, c'est 6 mois pour avoir une réponse. Et en fait, le phénomène hyper intéressant en fait, de ce marché-là et de ce processus de financement, c'est que plus il va y avoir de projets, plus il va y avoir de volume financier à des internautes à mettre sur ces projets, et plus ça va se faire rapidement. Donc peut-être que demain, des emprunts se feront en 1 seconde. Quand on est entrepreneur et qu'on doit se développer, et qu'on a lever de l'argent, c'est pas notre métier, c'est de faire notre métier. Lever de l'argent, ça doit être un truc qui ne doit pas être chronophage d'une certaine manière. Et quand on regarde le modèle des banques, plus il y aura de projets qui s'adresseront aux banques, et plus il y aura d'argent pour une banque à investir dans les projets, et plus ça mettra de temps pour donner une réponse à un entrepreneur. Donc c'est une grande différence concurrentielle. D'un entrepreneur à un autre. Bonsoir, c'est pas une question d'entrepreneur, mais même s'il y en a plein qui me brûlent les lèvres, mais la beauté de ce que vous avez monté, de votre entreprise, de vos projets, c'est qu'ils sont indépendants du système et qu'ils sont proches des gens. Est-ce que vous avez identifié un risque de vous faire rattraper et avaler par le système? Parce que plus vous allez générer des flux financiers, plus ça va intéresser les grands acteurs de la finance mondiale. Et Blablacar, enfin il y a les banques, enfin les systèmes bancaires individuels sans passer par tout ça, ça court le risque de se faire racheter, dévorer et de perdre en l'occurrence son âme et l'esprit de ce qu'a créé, de ce qu'a provoqué la création. Est-ce que vous identifiez un risque là et comment vous allez y résister? Ce risque-là, il est évident, enfin, il existe, c'est indéniable. Après,
il y a deux choses. Après, c'est où tu te fais racheter pour qu'on puisse te voir mourir, ou tu te fais racheter pour ce que tu représentes comme métamorphose au sein de la structure qui t'avale. Oui, mais du coup, je ne peux pas vraiment répondre aujourd'hui, en fait. C'est-à-dire que je discutais avec un ami là récemment qui est pas dans notre secteur, qui a revendu, qui a très très bien vendu sa boîte à un très grand groupe, et il me disait tu vends jamais au mieux offrant, tu vends à la meilleure proposition, tu vends à celle qui en fait t'offre une continuité intéressante par rapport à ce que tu as créé et ce pourquoi tu te bats depuis un certain temps. Et je crois que la réponse est là, en fait. Moi, j'aurais presque, et je dis ça aujourd'hui, et on ne sait jamais comment on réagit par rapport à une proposition d'argent. C'est un truc qui est extrêmement... je vous mentirais en ayant une position extrêmement marquée aujourd'hui, mais j'aurais pas de problème à intégrer une structure si vraiment on a les clés pour la faire changer de l'intérieur. Et à la limite, ça m'intéresserait. Donc un peu voilà, corsaire ou pirate, quoi. Et j'aime bien l'idée d'être un corsaire, ça me choque pas d'un point de vue idéologique. Et encore une fois, quand on parle de ces grandes mutations, il y a des entreprises qui vont mourir, il y a des entreprises qui vont se créer, qui vont prendre la place importante de ces entreprises, et puis il y a des entreprises qui vont se métamorphoser. Je crois à ces trois hypothèses. Le seul truc qui me gêne, c'est celle qui, pour ne pas mourir, tue. Et c'est celle-ci qu'il faut éviter. Donc voilà ma réponse. Après, pour donner une réponse supplémentaire, je parle au nom de nous trois et même de toute la boîte, en fait. On a tellement encore de trucs à réaliser. On a tellement on a une roadmap qui est encore tellement longue et des ambitions et des rêves qui sont encore tellement importants qu'on est plus dans une dimension industrielle dans nos ambitions que dans une dimension de feu de paille ou de culbute de start-upper, quoi. C'est pas forcément notre délire. Pour revenir à ça, on a commencé, comme je le racontais tout à l'heure, on voulait créer une solution pour le monde de la musique. Après, on a ouvert à tout le monde de la création et de l'innovation. Ensuite, on a travaillé avec des artisans et des commerçants. Maintenant, on se fait des CCI et des chambres de commerce et d'industrie à discuter avec des entrepreneurs et des gens qui pilotent des TPE, des PME. Moi, c'est ça mon kiff, en fait, dans cette aventure. C'est pas ce qu'on fait, mais c'est tout ce que j'ai appris, en fait. Et si je peux continuer à apprendre et à apprendre, parce que pour comprendre en fait la société dans laquelle je suis, le monde de la culture, de l'entrepreneuriat, etc., et ben j'aurais l'impression de m'enrichir. Donc on est aussi dans cette démarche, et donc moi mon kiff c'est les journées qu'on a aujourd'hui, et pour parler de la journée la plus spéciale que j'ai pu, la plus symbolique de ce que je vis au quotidien et de ce qu'on vit au quotidien et de la passion que ça peut représenter. C'est une journée où j'étais le matin aux aurores à Boulogne-sur-Mer avec des mareyeurs et des pêcheurs pour parler de l'Endopolis et de comment on pouvait utiliser l'Endopolis pour financer toute la métamorphose du centre de tri de poissons de Boulogne-sur-Mer. Et je reprends un train et j'arrive à la Gaîté Lyrique et on fait une conférence sur comment révolutionner l'art contemporain. Ça, j'aurais jamais pu l'imaginer il y a 5 ans. Donc je pense que je suis incapable aujourd'hui d'imaginer dans 5 ans. Et donc ça serait sympa qu'ils nous rachètent ou qu'ils ne nous rachètent pas, mais qu'ils nous laissent tranquilles pour continuer à développer tout ça. Parce qu'à titre personnel, je fais l'ENA 2.0, quoi. J'aurais jamais pu m'enrichir et comprendre la société dans laquelle je vis sans toute cette aventure. Voilà. Maintenant, si vous voyez dans la presse dans 2 ans, dans 3 ans... incroyable revente, nanana, ils ont pris tant d'argent, et vous direz putain, le petit salopard, il est tellement loin de tout ce qu'il nous a raconté. Je vous demande d'être compréhensif. Encore une fois, j'ai quelqu'un de bien en moi, mais j'ai aussi un bon petit salopio, et on ne sait jamais comment on réagit à une proposition d'argent. Alors imagine si la journée avait été inversée, si tu avais fait le maraîchage ici et l'art contemporain là-bas. Je rappelle juste la différence entre un pirate et un corsaire, peut-être. Le pirate, il travaille pour lui, pour sa pomme, et c'est tout. Et le corsaire, il travaille pour un truc qui est plus grand que lui-même. Surcouf, par exemple, il travaille pour le roi de France.
Bonsoir. Moi, j'ai une question par rapport au business model. J'aurais aimé savoir combien par rapport aux 3 plateformes vous prélevez et si c'est quelque chose qui est fixe ou qui peut évoluer. Alors, sur KissKiss, alors déjà, il y a une règle qui est commune aux 3 plateformes, c'est qu'il faut atteindre l'objectif financier qu'on a établi pour récupérer l'argent. Sur KissKissBankBank, on peut le dépasser cet objectif. Sur Hello Merci et sur Lendopolis, on s'arrête à l'objectif qu'on avait fixé. Sur les 3 plateformes, on fonctionne à la performance, c'est-à-dire que si vous avez réussi votre campagne, nous, on prend une commission. Ensuite, les commissions sur KissKissBankBank, c'est 8% TTC. Il y a 5% pour KissKissBankBank. Après, il y a des frais de monétique qu'on vous impacte. Et après, il y a la TVA par-dessus tout ça. Ensuite, sur Hello Merci, c'est entre 3 et 6% en fonction du nombre de mois de remboursement qui a été pris. Parce que ce qui nous coûte cher, en fait, c'est de faire toutes les transactions financières. Donc, si on fait un emprunt qui est très court, ça coûtera 3%. Si c'est plus long. Et sur Lendopolis, on prend 3%. Mais encore une fois, sur le montant qui est collecté, en fait, on prend 3%, on vire l'argent, et après, eux remboursent sur la globalité de la voilure. Voilà. Alors, c'est fixe, on a juste rajouté un petit truc sur KissKissBankBank récemment, c'est qu'en fait, c'est nos 5% à nous, c'est 5% de 0 à 50 000, après de 50 000 à 250 000, c'est 4%, et après, au-dessus de 250 000, c'est 3%. Et le taux moyen des projets, c'est combien? Enfin, le projet moyen, ouais. le projet moyen sur KissKissBankBank, c'est 4 000 €. Sur Hello Merci, je crois que toutes nos statistiques sont pas encore sur Lendopolis parce que c'est trop nouveau, mais sur Hello Merci et sur KissKiss sont transparentes. Vous voyez tout en direct. Hello Merci, je crois que c'est 6 000 ou 7 000, je ne sais plus exactement. Et Lendopolis, on sera, je pense, à 40 ou 50 000. Et le don moyen sur KissKiss est de 50 €, ouais. 60 je crois même. Le prêt moyen sur Hello Merci est de 180 €. Et sur Lendopolis, on a 1 mois et demi d'existence, c'est difficile d'avoir des statistiques, mais on est aux alentours de portefeuilles qui sont des portefeuilles pour l'instant de 600 €, un truc comme ça. D'accord. Une petite question devant, et après on parlera d'une success story que vous avez eue récemment avec le film Demain. Vous avez dit tout à l'heure que l'homme détient une partie bien et une partie mal, et qu'en tant qu'entrepreneur, il faut toujours essayer d'encourager la partie bien. Par rapport à toutes ces nouvelles technologies, que ce soit le crowdfunding ou les réseaux sociaux, ou en tout cas tous ces nouveaux outils, est-ce que vous pensez que, certes, même si elles créent une certaine solidarité et des choses positives, est-ce qu'elles ne pourraient pas aussi être utilisées pour le mal comme pour le bien, puisque c'est l'usage de l'outil qui définit sa partie bien ou mal? Est-ce qu'il y a une plateforme pour Daesh, par exemple? Est-ce que ça existe encore? Ou moins Daesh, des climato-sceptiques américains qui veulent investir sur le charbon juste pour te faire la nique? En fait, ces plateformes-là sont les plateformes où il n'y a pas ni de conseil aux créateurs, ni de modération. Donc je vais vous dire qui. Et c'est un choix. Non, mais en plus c'est un choix entrepreneurial de leur part. Donc ils ne se cachent pas derrière leur petit doigt. C'est Indiegogo, qui est le numéro 2 mondial, qui a voulu récupérer tous les trouillards, qui ne voulaient pas aller sur Kickstarter. Donc il n'y a pas la règle du tout ou rien. Donc on n'est pas obligé d'atteindre son objectif. On prend son fric même s'il y a 200 € sur 10 000. Enfin, il n'y a aucune règle qui va dans le sens des porteurs de projets. Toutes les règles vont dans leur sens à eux. Et c'est de l'algorithme qui laisse rentrer tous les projets. Ce qui fait que quand on va avoir un projet qu'on refuse parce que c'est un projet de négationniste ou de machin, etc., on sait que 2 jours après, il est sur Indiegogo. Et d'ailleurs, il y a eu un article intéressant récemment, mais ça donnait trop peu de détails pour que je puisse savoir sur quelle plateforme exactement. Mais par rapport à ce que tu disais de Daesh, il y a les services de renseignement canadiens qui ont alerté en disant certaines fausses campagnes se lancent sur les plateformes américaines, des plateformes algorithmées, donc sur lesquelles on fait un peu ce qu'on veut, et en fait c'est pour financer certains voyages, départ au djihad, etc. Voilà. Après, c'est leur choix. Maintenant, toutes les autres plateformes dans le monde font du conseil et de la modération, et donc d'une certaine manière,
On a le droit, on le dit même nous dans nos refus. On donne les raisons d'un refus. Et puis à la fin, on dit ah, et puis en fait, on est chez nous. Hein. Donc ça va à l'encontre de ce qu'on peut voir sur le web aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on dit non, tout le monde peut, tu peux avoir n'importe quoi sur YouTube. Nous, on dit non, on est chez nous. Donc si on veut pas de ton projet, on le prend pas, ton projet. Donc après, il y a des gens qui peuvent rentrer dans une discussion. Et même quelquefois, on revient sur notre décision parce qu'on se rend compte que c'est cool. Mais il est important ce rapport pour nous. Donc récemment, on a eu peut-être la première success story avec Demain, le film de Cyril Dion et de Mélanie Laurent. Tu peux nous rappeler un petit peu la vitesse de propagation de ce truc? Nous, on y a participé, comme tous nos amis, et c'était vraiment pas pour les contreparties. On avait envie que ce film sorte sur les écrans. Ça nous a énormément étonné aussi. Alors en gros, pour revenir sur ce qui s'est passé, c'est un film documentaire qui s'appelle Demain, qui est un film documentaire pour le cinéma, réalisé par Cyril Dion, qui est le fondateur de l'ONG Colibri, en collaboration avec Pierre Rabhi, qui est aussi le fondateur du magazine Kaizen, et qui est quelqu'un qui donne énormément depuis des années maintenant de son énergie pour toutes ces causes environnementales et qui fait pas mal bouger les choses. Et puis à côté de ça, il est associé dans cette démarche cinématographique avec Mélanie Laurent, qui est actrice et réalisatrice. Et donc, ils décident de lancer une campagne parce qu'il leur manquait 200 000 pour partir en tournage très rapidement. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait des discussions avec des distributeurs, des vendeurs de films à l'étranger, des financeurs du cinéma traditionnel. Mais l'urgence faisait qu'ils ne pouvaient pas attendre ces négociations et qu'ils devaient être immédiatement sur le terrain. Et donc, ils décident de lever 200 000 euros. Nous, on se dit, waouh, c'est un gros montant, ça ne se fait pas comme ça. Et on se met à mettre en place des méthodologies d'accompagnement, celles qu'on a pour des projets assez d'ampleur. Et on a une méthodologie chez nous qui est celle de cartographier les communautés. Donc, cartographie toutes les communautés qui vont être touchées, toutes les personnes qui vont prendre la parole sur un projet, et on met des statistiques pour savoir quel est le potentiel de financement. Parce que comme il y a cette règle du tout ou rien, il faut être d'une certaine manière assez organisé pour définir l'objectif qu'on veut atteindre. Bref, je vous passe tout le détail de la préparation, etc. Mais voilà, c'est pas juste on met un projet sur une page et puis on appuie sur un bouton. Il y a vraiment toute une phase de travail, il y a une équipe derrière, etc. Et la campagne est lancée un mardi soir ou un jeudi soir, un mardi soir dans un magasin qui appartient à Veja, la marque de chaussures, qui sont des amis de Cyril et tout. Et le soir, on se réunit à 19h dans ce magasin, mais le projet est lancé à 14h. Et nous, on leur a donné un programme, mais qui est à la minute près ce qu'ils doivent faire pour que ça marche. Et ils font les 2 premières minutes, les actions qu'il faut faire, qui sont dans le planning de campagne. Et puis au bout de 2 minutes, plus rien ne tient debout parce qu'il y a un mec qui met à tweeter, l'autre qui part sur Facebook, machin. Il y a une sorte de mobilisation où on obtient les tweets qu'on avait prévus à 30 jours, on les obtient dans les 30 secondes. Et là, on voit le projet qui monte 20 000, 30 000. Et en fait, Pierre Rabhi avait posté le truc un peu rapidement. Sauf que Pierre Rabhi mobilise et a une aura incroyable auprès de sa communauté. Et quand on arrive le soir à 19h, on en était déjà à 40 000. Il y a des ordinateurs partout. Tous les gens qui sont arrivés sont mis à donner au projet. Fin de journée, fin de la soirée, on se quitte. Ils sont à 80 000. Et après, ça monte. Et ils font 200 000 en 48 heures. Et après, ils font 244 000 sur les 58 jours qui restaient de campagne et avec une mobilisation de plus de 10 000 personnes. Et c'était complètement... après, ils ont pas respecté une seule ligne du programme qu'on leur avait donné, et ils ont été que dans la réaction, dans la réponse, dans l'animation et dans le rapport avec ces gens qui les a fascinés, quoi. Et nous, je suis parti avec Charles, qui travaille avec moi sur l'accompagnement des projets. On allait aux Nuits Sonores à Lyon et on avait des conférences, des trucs. Et moi, j'avais mon téléphone, je rafraîchissais ma page toutes les 2 secondes. Charles, il rafraîchissait son ordinateur toutes les 2 secondes. On était vraiment des bébés, quoi. Comme la première fois chez Kickstarter où vous avez un projet comme ça, quoi. Je me disais, putain, si chez Kickstarter, ils sont 40 à rafraîchir leur page toutes les 2 secondes, ça doit pas beaucoup bosser, quand même. Et nous, comme c'était la première fois, voilà, on le refera plus, on sera plus efficace. On était extrêmement surpris et c'était fou. Et Cyril et Mélanie étaient... c'est organique.
Et même nous qui avons participé, on était fous aussi de voir qu'en 2 jours, 3 jours, on était. Mais tu disais, on s'en foutait des contreparties. Ouais, nous, on a pris 4 arbres avec Pure Project. Donc, justement, c'est juste une anecdote que je voulais raconter. Ce qui est important. Charles, bah oui, mais à un moment, on discute des contreparties. Ouais. Et il y avait Véja qui filait une paire de pompes, Demain le film et tout. Et Charles et moi, qui sont des bobos parisiens, on dit ah ouais, yes, trop bien la contrepartie des paires de pompes Véja, trop cool, je prendrai celle-ci. Et on dit putain, il manque une contrepartie là à 15 € et tout. Et Cyril dit bah vas-y, on plante un arbre via Pure Project. Et nous avec Charles on dit bah non, enfin moi je te file du fric, c'est pas pour aller planter un arbre. Enfin je veux avoir un truc en échange. Enfin, tu vois vraiment là. On était vraiment ras des pâquerettes. Et il nous dit si ça va super bien marcher. Je dis bah non franchement bon. Résultat, Cyril connaissait son sujet et c'est la contrepartie qui a été la plus prise par les gens. Et les Véja sont partis vachement bien, mais beaucoup moins que l'arbre qui était planté. Donc il y a une intimité dans une communauté, dans un projet. Et Cyril avait une connaissance totale de tout ça. Il maîtrisait son sujet mieux que tout le monde. Ouais. En tout cas, il nous connaissait bien. Merci à toi. Est-ce que tu peux nous mettre sur cette ardoise une idée, un mot, des mots, pour une proposition à expérimenter ici et maintenant pour cette métamorphose du monde que nous appelons de nos voeux. Ouais. Et comme elle est vide, il a changé. À toi de la proposer. La plus grande des solidarités, non, la plus grande des révolutions. L'entraide. Et on ne citera pas Saint-Exupéry. L'auteur de cette phrase, puisque je ne m'en Merci souviens beaucoup. pas. Eh bien, moi je dis qu'en ces temps que l'on vit en France et dans le monde, l'entraide, ça se tente, car au pire, ça marche. Merci à vous d'avoir assisté à la 5e édition de notre émission. Merci, on vous donne rendez-vous dans quelques mois pour une prochaine émission d'Au pire ça marche. Nouvelle occasion de réfléchir ensemble sur l'ère du temps, et pas n'importe lequel, puisque c'est celui qui vient. Merci à toi.